Bonjour, aujourd'hui je suis avec Pascaline et avec Florent. Ils nous ont parlé d'un grand monsieur du jeu vidéo qui est malheureusement décédé récemment. Il s'agit de Yamauchi Hiroshi, le créateur du Nintendo que l'on connaît nous aujourd'hui, donc un des pères fondateurs du jeu vidéo. Et c'est également quelqu'un de très méconnu, donc puisqu'il était extrêmement discret, mais malgré tout avait une personnalité absolument incroyable. Nous allons faire en sorte que vous le connaissiez un petit peu mieux. Bienvenue dans cet Extra Life. Alors déjà, on va commencer par vous présenter un tout petit peu. Florent, toi on te connaît déjà pas mal. Pascaline, on te connaît un petit peu moins. C'est toi qui présente la Minute du Geek depuis la rentrée là sur No Life. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours dans le jeu vidéo, qu'on apprenne simplement à te connaître un petit peu mieux? Alors mon parcours dans le jeu vidéo est assez simple. J'ai commencé en tant qu'amatrice totalement à rédiger sur quelques blogs, quelques sites. Et puis après, en fait, j'ai fait mes études dans une école de jeux vidéo, donc concrètement. Et donc j'ai décidé, après la fin de mes études, de me lancer dans ce domaine, dans cette industrie. Et donc après, par la suite, j'ai connu des gens dans cette industrie. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont donné notamment l'opportunité de travailler pour No Life et de faire les présentations de la Minute du Geek. Et c'est au final comme ça que je me suis retrouvée dans ce milieu, dans ce bain-là. Donc j'imagine que tu es fan de jeux vidéo et si tu es là également, c'est parce que tu es fan de Nintendo. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta découverte des jeux Nintendo et quand est-ce que tu as peut-être eu la possibilité de jouer pour la première fois à une machine Nintendo, que ce soit une Game Boy, que ce soit une console de salon? Alors moi, ça a commencé avec les consoles de salon. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai deux grands frères, plus grands que moi, qui étaient en tant que jeunes enfants attirés par le jeu vidéo, et notamment par la première Famicom. D'accord. Donc la première Nintendo, la NES de Nintendo. Et en fait, moi, j'ai découvert l'entreprise par cette console. Et j'ai joué par l'intermédiaire de mes frères. J'étais peut-être un petit peu petite, donc j'ai plus regardé dans un premier temps. Mais c'est comme ça que je suis devenue fan. C'est après j'ai fait toutes les générations suivantes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai connu, plus que par les consoles portables. D'accord. J'ai connu plus tard. J'ai connu les consoles portables à partir de Game Boy Advance, même si je suis revenue après. Quelle est ta série préférée du coup de Nintendo? Je sais que c'est pas évident parce qu'ils ont fait quand même. Alors est-ce qu'il faut que ce soit Nintendo ou est-ce qu'il faut que ce soit sorti sur une console Nintendo? Il faut que ce soit Nintendo. Oh, c'est très dur là. J'aurais quand même tendance à dire que je suis un peu comme beaucoup d'autres. C'est plus The Legend of Zelda qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai connu la transition de la 3D, non pas sur PlayStation, mais sur Nintendo. Et c'est un des jeux qui m'a marqué. Tout à fait. Donc ouais, c'est ma série. Et du coup, à partir de quel moment tu as appris un petit peu l'existence de ce monsieur, Yamauchi Hiroshi, donc qui est très discret. En fait, peu de gens le connaissent tout simplement parce qu'il ne s'est jamais mis en avant comme certains gros patrons de boîte. On pense à Steve Jobs, à Steve Ballmer, etc., qui sont des vrais showman et qui font régulièrement via leur keynote des vrais shows de professionnels du spectacle, de manière à vanter un petit peu la politique de leur boîte, mais également la toute dernière machine sortie. C'est pas du tout le cas de Yamauchi. Lui, il est toujours resté un petit peu dans l'ombre. Et tu as pris du coup son nom quand, de quelle manière? Moi, en tant que consommatrice, parce que c'est ce que j'étais au final au départ sur les consoles Nintendo, j'ai jamais entendu parler du monsieur, jamais. Moi, j'entendais parler des jeux de Nintendo en tant que société, mais je connaissais pas du tout. Et puis justement, quand le livre L'histoire de Nintendo est sorti, j'ai eu l'occasion de discuter avec diverses personnes que j'avais donc rencontrées, des journalistes, d'autres, et qui m'ont mentionné le nom de Yamauchi, que je ne connaissais pas en fait. Je ne savais pas que c'était l'entrepreneur à l'origine de la création de la société. Et ensuite, j'en ai profité quand j'ai commencé à entendre parler de ça et à entendre parler des jeux de cartes Hanafuda qui ont été à la base aussi de la société en termes de produits vendus et qui ont fait que j'ai fait ma première Minute du Geek sur ce sujet. Et j'ai commencé donc à essayer d'en apprendre un peu plus sur le personnage qui en effet était très discret. C'était pas nécessairement évident de trouver des informations sur le sujet. D'où l'importance charismatique. Donc du coup, Florent, toi tu es un spécialiste, un peu un historien du jeu vidéo, et tu as consacré un livre à l'histoire de Nintendo, même 2 livres. Il y a déjà 3 volumes, le 4e est en préparation, et plus des biographies de personnes impliquées fortement dans l'histoire de Nintendo. Donc oui, j'en suis pas loin de mon 4e ou 5e bouquin sur l'histoire de Nintendo, et Yamauchi occupe une part phénoménale, importante dans tout ça, puisque c'était le grand patron vraiment de Nintendo pendant 53 ans.
Alors, c'est pas lui qui a créé Nintendo. Non, c'est son arrière-grand-père, même son arrière-arrière-grand-père qui l'a créé, parce que la société Nintendo remonte pratiquement à l'ère Meiji, donc 1889. Donc ça fait 124 ans aujourd'hui que Nintendo existe, une des plus vieilles sociétés familiales encore en vie, on va dire, à Nintendo, en tout cas qui a atteint ce rang aujourd'hui de multinationale. Et lui, en fait, est arrivé en 1949, donc 4 années après la guerre. Il avait seulement 22 ans quand il est entré, en tout cas, en tant que patron chez Nintendo. Jusque-là, il avait vécu dans les locaux Nintendo, parce qu'il vivait pratiquement dans l'entreprise. Et donc, il a grandi dans Nintendo. Il connaissait Nintendo comme mieux que quiconque. Et donc, il a pris la relève, en fait, de son grand-père, qui était l'ancien gestionnaire de Nintendo, lorsque ce dernier est tombé malade. Et Yamauchi, lui, donc, était à Tokyo. Il faisait des études de droit à l'université de Waseda. Et il a été rappelé donc en renfort, puisque son grand-père venait de tomber de fatigue, pour reprendre sa succession. Voilà. Et du coup, en arrivant, il avait un petit peu cette réputation de fils à papa. Ah, carrément, oui. Et donc, du coup, est-ce que ses compétences se sont avérées assez rapidement, ou alors est-ce qu'il lui a fallu un petit temps d'apprentissage et peut-être justement de grandir, de gagner en maturité? Parce que visiblement, c'était vraiment, il aimait faire la fête, il est parti de Kyoto justement pour pouvoir faire la fête, se libérer un petit peu des contraintes familiales et de profiter de la capitale. Et donc du coup, soudainement, à peine 20 ans, se retrouver à la tête d'une boîte comme Nintendo, ça a dû être un petit choc. Et je crois même qu'il a hésité à accepter le poste. Oui, on a quelques témoignages effectivement de Yamauchi il a très peu accordé d'interviews dans les médias, mais les quelques interviews un peu biographiques qu'il a données étaient un peu édifiantes. Puisqu'on a surtout découvert que, tu l'as dit, c'était un jeune, il aimait faire la fête, donc on peut se dire, mais il y a quoi d'anormal là-dedans? Faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est en 1949, le Japon est complètement ruiné, et lui, il fait la fête, il va jouer au billard, il mange des steaks avec l'armée américaine, enfin, c'est complètement absurde, et il vivait donc dans le quartier de Shibuya, là où il y avait des résidences de hauts dignitaires américains, il vit bien. Voilà, il a de l'argent, il fait partie d'une riche famille de Kyoto, et les gens en fait qui l'entourent à Tokyo ont des doutes sur ce gamin parce qu'ils disent mais d'où il sort celui-là, il fait du marché noir, c'est pas possible. Enfin, il y a des doutes vraiment sur lui, et c'est un enfant gâté, un enfant pourri gâté qui est caractériel. Il n'a pas été vraiment bien éduqué, c'est sa grand-mère qui le laissait faire n'importe quoi. Et quand il est revenu à Kyoto, effectivement, tout le monde a eu peur parce que c'était vraiment le fils à papa, caractériel, exigeant, très sûr de lui. Donc c'est pas un portrait très reluisant qu'on est en train de dresser de lui, hein. Mais ça montre qu'il avait en tout cas une poigne extrême, un charisme très fort et surtout une fierté démesurée. Et c'est cette fierté en fait, le fait qu'on lui dise que derrière les machines, on dit oh là là, le fils à papa, là on va en baver, il va pas assurer, la Nintendo est foutue, il va pas savoir gérer ça. Ça l'a reboosté en fait. Il avait qu'une seule crainte en fait, il avait une haine en fait qu'on dise de lui que c'était un fils à papa. Il a voulu en remontrer à tout le monde et il s'est dépassé. Il a dit Nintendo, moi je vais vous emmener Nintendo là où personne ne croit que Nintendo peut aller. Il avait des ambitions démesurées, donc c'était vraiment un homme à poigne et un empereur. Et cette image d'empereur va rester jusqu'à la fin de sa mort, jusqu'à la fin de sa vie. Et ça va être une présence, il va avoir une influence sur Nintendo même après sa retraite considérable, en tout cas sur Iwata, parce qu'on sait aujourd'hui que par exemple Iwata téléphonait à Yamauchi pratiquement tous les jours pendant plusieurs années pour demander conseil, pour le tenir au courant sur certains dossiers, etc. Il était encore très très proche des dossiers de Nintendo. C'est notamment lui qui a donné des idées, vous savez, pour la Nintendo DS, qui a aussi aidé pour la direction à prendre avec la Wii. Donc il était très très impliqué. Il était encore l'actionnaire principal de Nintendo, ce qui faisait de lui aussi l'homme le plus riche du Japon. Enfin voilà, c'était vraiment pas n'importe qui. Et malheureusement, Yamauchi, il est un peu méconnu du grand public, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que c'était pas un showman. Voilà. Et donc du coup, pour toi, quelles sont les plus grandes décisions? Quelle est la première grande décision qu'il a pu prendre? Sachant qu'a priori, moi j'ai lu quelques ouvrages dont le tien sur le personnage et sur la création de Nintendo, et il s'est avéré quelque chose qui ressort, c'est vraiment sa capacité à s'entourer de gens extrêmement compétents. Et à savoir parfois trouver chez une personne le truc qui fera qu'elle saura apporter quelque chose à sa société, à développer de nouvelles activités, et donc aller chercher un Gunpei Yokoi par exemple, qui lui-même ira chercher un Miyamoto, etc. Il y a une sorte de phénomène d'entraînement dans le talent.
Non, en fait, moi j'ai un avis vraiment très partagé, enfin très clair en fait là-dessus. Il y a beaucoup de gens, effectivement, j'ai lu aussi dans les témoignages, Yamauchi est quelqu'un qui savait déceler les talents chez quelqu'un. Alors moi je crois pas du tout à ça, mais alors pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 70, quand Yokoi Gunpei, le créateur de la Game Boy et des Game & Watch, est arrivé, et quand Miyamoto, après en 77, est arrivé, Nintendo, c'est pas du tout la société qui fait rêver les étudiants japonais comme aujourd'hui. C'est une petite boîte, en fait, qui fait des cartes à jouer, des jouets qui se vendent à peine, parce que derrière, c'était Bandai, c'était l'époque, ça, c'était les gros. Nintendo, c'était un loser, c'était un outsider, personne n'y croyait. Et il suffit de lire la biographie de Yokoi Gunpei pour se rendre compte d'une chose, et Miyamoto l'avoue aussi très clairement, c'était des étudiants relativement médiocres, assez mauvais, que personne ne voulait. C'est-à-dire que les Sharp, les Sony, les Toshiba, les Toyota, ils voulaient pas de ces gens-là. Ouais. Ils prenaient les meilleurs et puis les autres, ils restaient sur le bord de la route et ils se contentaient de la 2e division. Nintendo, c'était la 2e division, voire même la 3e division. Le truc, c'est que Yamauchi, il a pas dit, ah, lui, il a du pouvoir, lui, il a un potentiel énorme. Non, il s'est dit, bon, c'est certainement le moins pire, je vais prendre le moins pire. Et il a pris ces gars-là. Mais Miyamoto et Yokoi, c'est parmi d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils prenaient tous les ans plein de personnes. Et il s'est avéré que ce sont eux qui sont ressortis. Alors maintenant, la force de Yamauchi, c'est pas d'avoir su déceler en eux quelque chose de particulier, mais c'est surtout que, en interne, il avait une stratégie qui était incroyable, mais il mettait ses hommes en concurrence constante. Totalement en concurrence, ils étaient rivaux les uns les autres. Et ça a créé pas mal de problèmes, même si ces problèmes ne sont jamais ressortis sur le devant de la scène. Mais il y avait la R&D 1, la R&D 2, la R&D 3. Ils étaient tout le temps en concurrence et ils détestaient presque les uns les autres. Mais ça viendra un jour sur le devant de la scène. Quoi qu'il en soit, il adorait faire ça. Et il y avait un avantage en fait à faire ça. C'est parce que non seulement il y avait la concurrence des autres sociétés, donc il fallait forcément que Nintendo essaie de se démarquer, mais si en plus on mettait de la concurrence en interne, les mecs à l'intérieur de la boîte, ils se sortaient les toits des fesses pour faire quelque chose de mieux que leurs voisins, voyez. Et au final, on a vu apparaître effectivement des gens qui se sont creusés la tête pour se dire comment je peux faire pour faire mieux que ce bâtard-là. Ils ont beau être collègues et travailler dans la même société, ils s'aimaient pas. Donc pour faire mieux que le voisin, ils essayaient vraiment d'aller au meilleur d'eux-mêmes et on a vu sortir effectivement un certain nombre de talents comme Miyamoto, comme Yokoi Gunpei ou comme Uemura qui sont maintenant des grands noms de l'histoire de Nintendo, mais c'est pas des génies. Alors moi, en tout cas, pas au début. Ce qui m'a marqué, c'était vraiment celle où tu as Gunpei Yokoi qui lui répare des machines. Exactement. Et donc il y a sur son bureau en fait une espèce d'objet qui est assez rigolo qui permet de propulser genre une espèce de petit crochet. Donc c'est une sorte de gros ciseau comme ça, en fait, c'est la main magique. Et donc il voit cet objet-là. Et ensuite, il prend Yokoi Gunpei et il lui dit, ok, toi, tu vas t'occuper d'un département de création de jouets et ce truc-là, ça a l'air rigolo, tu vas essayer de l'industrialiser, etc. Faut quand même avoir une sorte un sens de la perception important pour savoir que ce type-là, qui vient de faire ce truc un peu bizarre, déjà que ce truc un peu bizarre ait du potentiel, mais que le mec qui l'a fait puisse en faire d'autres et quelque part aider au développement de sa boîte. C'est de la chance. Il y a de la chance, mais il y a quand même... Il y a du pari dedans, enfin, c'est des paris qui sont risqués, mais c'est une forme de stratégie aussi. Il mettait les gens en concurrence et il essayait des choses qui sortaient de l'ordinaire et ça a été au final une stratégie payante. Mais il y a d'autres entreprises qui ont pu essayer ce genre de stratégie aussi où ça n'a pas marché parce que c'était pas l'époque. Et dans le cas précis en fait que relance Thierry, c'est que effectivement tu l'as dit toi-même, Yokoi Gunpei quand il est arrivé, on lui a pas dit tout de suite tu vas faire des jouets, tu vas être génial, tu vas créer tout ça. Non, il était là pour réparer les trucs avec son petit tournevis et il glandait pendant le reste de la journée et c'est là qu'il a inventé son petit jouet et Yamauchi s'est dit tiens on va peut-être le vendre. C'est un coup de bol tout simplement. Et Yamauchi en fait c'est ça qui est drôle, c'est que il a énormément fonctionné en fait sur la chance. Il y allait au petit bonheur la chance, il laissait le hasard. Nintendo, ça veut bien dire laisser les dieux décider de son sort. Et lui, il croyait vraiment en sa chance. Et il a fait des tonnes de tentatives. Certaines ont été fructueuses, d'autres non. Mais il a régulièrement dit, au milieu des années 80, quand la Famicom cartonnait, il y avait tous les analystes économiques, stratégiques qui venaient le voir en disant « Mais c'est quoi votre secret? Comment vous avez fait pour faire de Nintendo la société qui aujourd'hui est cotée en bourse, c'est la 3e plus rentable du Japon après Toyota et puis je sais plus quelle autre société ?» Ils disaient « Mais j'ai pas de stratégie, c'est juste que j'ai fait plein de tentatives, on a réussi des trucs, on en a raté d'autres, on a pris des enseignements de nos échecs et puis finalement on
on a réussi à grimper petit à petit, mais il n'y a pas de stratégie là-dedans. C'est juste qu'on a eu de la chance. Voilà. C'est pas lui qui a donné des cours de management. Pour lui, c'est la solution, elle est très simple. Genre, j'ai juste eu du bol. Alors, et quelque part, pour moi, est-ce que c'est de la fausse modestie, de la modestie vraiment, ou est-ce qu'il le croyait vraiment que c'était purement de la chance, que c'était sa bonne étoile? Il y a un peu des deux. Je suis persuadé que non seulement lui, il n'avait pas envie déjà de révéler un certain nombre de secrets. Peut-être qu'il avait des secrets, donc non seulement il voulait pas les révéler. Puis deuxième chose, il aimait pas les médias, donc ça c'est quelque chose de connu. Donc il avait pas envie de se prendre la tête à leur parler de choses à droite ou à gauche. Et puis je pense aussi sincèrement qu'il y croyait à la chance, tout simplement. Donc il a donné la chance à certaines personnes qui se sont révélées plus ou moins compétentes, et ce qui a fait que Nintendo, certaines ultra compétentes. Mais c'est vrai que Miyamoto, Yoko Egumpet, tous ces gens-là qu'on considère aujourd'hui comme des génies des temps modernes, et en tout cas dans leur domaine respectif, ils sont partis de zéro. On leur a laissé leur chance, mais c'était pas évident quand il est arrivé, Miyamoto, avec ses petits dessins, c'était pas évident qu'un jour ce serait une des personnes les plus influentes au monde. Non, je crois absolument pas en ça. Et tout ça, c'est une succession de chances qui fait que Nintendo et Miyamoto sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Mais si Miyamoto avait été chez Sony ou chez Toshiba, etc., et qu'il avait eu un poste peut-être élevé, peut-être je sais pas ce qui serait advenu de lui, mais il serait certainement pas là où il en est aujourd'hui. Tout ça, c'est lié à la chance, en tout cas. Tu disais tout à l'heure que tu considérais Yamauchi comme quelqu'un de plus important que Steve Jobs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par là, et en quoi est-ce qu'il a pu accomplir plus de choses, en quoi est-ce qu'il est aujourd'hui quelqu'un d'essentiel dans notre industrie de l'entertainment actuelle? Alors déjà, je tiens à préciser que je veux surtout pas faire un truc du genre Steve Jobs ou Yamauchi, lequel est la plus grosse. Non, pas du tout. Non, je pense sincèrement qu'en fait, il est dommage en fait qu'on ne considère pas Yamauchi à sa juste valeur, puisque bon, c'est vrai que Steve Jobs a bouleversé nos vies, a changé un certain nombre de choses. Il a permis un certain nombre d'avancées technologiques, mais Yamauchi, je pense qu'il est vraiment pas en reste, voire même il est plus influent à bien des domaines. Faut quand même se souvenir que pendant 53 ans, il a permis de créer un certain nombre de produits comme les Game & Watch, les jeux électroniques, c'est pas rien déjà, ça a envahi le monde entier, tous les gamins en ont eu. Les jeux étant petits. Ouais, on y a tous joué. La Game Boy aussi, c'est essentiel. La Game Boy, la NES, voilà, tout ça c'est 60 millions d'exemplaires, la Game Boy c'est plus de 120 millions, la Super Famicom et la Super NES, tout ça c'est des dizaines de millions, la Nintendo 64 c'est des dizaines de millions, la GameCube c'est je crois 22 millions. Enfin, et on oublie aussi les jeux vidéo, donc les Mario, les Donkey Kong, les Zelda, les Pokémon, tout ça, c'est des centaines de millions d'exemplaires. Tout ça, c'est lui qui valide. Il faut pas oublier que Yamauchi, c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans toutes les décisions. C'est lui qui choisit les noms des consoles, c'est lui qui choisit les designs, c'est lui qui donne les concepts de base aussi quand on crée une console ou une machine. C'est lui qui a, on va dire, l'étincelle à chaque fois d'une idée. Et il valide tout. Donc à ce niveau-là, il n'est pas différent de Steve Jobs. C'est-à-dire qu'il va avoir vraiment des exigences, cette recherche en fait de la simplicité, du prix minimum et pourtant d'un équilibre rapport qualité-prix, technologie-prix qui est extrêmement élevé chez Nintendo. Tout ça, c'est lui qui l'exigeait de ses ingénieurs. Il était capable de les repousser dans leur dernier retranchement en leur donnant des défis a priori insurmontables. Lui, il n'y connaissait rien en technologie. Il était comme Steve Jobs à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il était incapable. Bon, Steve Jobs, il avait quelques connaissances certes, mais c'est pas lui, c'est Wozniak qui travaillait les premiers Mac, les premiers tout ça. Lui, il était juste là pour donner l'idée et trouver un moyen de les vendre. Mais il était, en ce sens, Yamauchi, c'était aussi un visionnaire, incapable de fabriquer le moindre ordinateur, incapable de terminer le moindre niveau de Mario, puisqu'il ne jouait pas aux jeux vidéo, mais il validait tout, les noms, le jeu, il regardait ses employés jouer en disant ça c'est pas mal, ça tu devrais faire plus ça comme ça. C'était un génie à ce niveau-là. Et vraiment, il était très impliqué dans tout le catalogue Nintendo de produits. Donc, il a changé nos vies. Il a lancé il a permis en fait à toutes ces machines, à toutes ces licences qui aujourd'hui sont plus célèbres que Mickey, que Tintin, qu'Astérix réunis. Et c'est lui qui était là-dessus, quoi. Donc, on lui doit énormément. Il a sauvé l'industrie du jeu vidéo domestique américain au milieu des années 85. Il faut rappeler un petit peu. Donc, il y a eu un crash. Ouais. Tu veux rappeler un petit peu peut-être En fait, il y a eu un crash dans les années fin des années 80. En 82, 83. 82, donc c'était plutôt le début, où au final, l'industrie était en mode trop de jeux, aux États-Unis, pas au Japon, parce que tu mentionnais tout à l'heure aussi qu'il n'y avait pas eu ce crash au Japon, mais en tout cas aux États-Unis, il y a eu
un flot trop impressionnant de jeux et on s'y perdait, le consommateur s'y perdait et au final les prix ont chuté. C'est Atari qui a entraîné la chute de toute une industrie. Et à ce moment-là au Japon, tu avais la NES qui existait et donc il y a eu ce cap quand même de genre il y a une industrie qui est morte aux États-Unis. Est-ce qu'on doit imposer notre console sur ce marché international? Yamauchi lui il y croyait. Il y croyait, il l'a fait, il a réussi, il a créé. Peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas les mêmes consoles ou voire pas de console du tout s'il n'avait pas insisté de manière à ce que cette console, cette machine qui cartonnait au Japon, trouve également son public à l'extérieur. Mais d'une manière générale, il a aussi créé de toutes pièces l'industrie du jeu vidéo portable avec les Game & Watch, ensuite la Game Boy, qui ont ultra dominé la concurrence, qu'il n'y avait pas de concurrence tout simplement. Et qui ont éduqué des gens sur la notion de gameplay, sur la notion de timing, sur la notion d'interactivité. Et les Game & Watch, la Game Boy, personne, même en interne chez Nintendo, n'y croyait. Il y avait que Yoko Gunpei et son équipe, et lui qui croyait. Tous les autres n'auraient pas parié un yen dessus. Et c'est lui qui a dit, on va le faire, on va le vendre. Il a donné les fonds, il a donné le capital pour produire toutes ces machines, et avec le résultat qu'on connaît. Donc ce gars-là, en fait, il a réussi à créer, après l'échec d'Atari, en relevant l'industrie américaine du jeu vidéo domestique, en imposant aussi un système économique qui n'existait pas alors, c'est le système des licensing, du contrôle. Tout ça, c'est Yamauchi. Ouais. Et au final, on lui doit une industrie qui aujourd'hui pèse plus lourd que le cinéma. C'est grâce à toutes ces bases-là. Alors Yamauchi n'était pas tout seul, de la même manière que Steve Jobs n'a pas fait l'iPhone tout seul. Mais voilà, les personnes qui étaient décisionnaires, qui ont donné cette impulsion, qui a changé nos vies, en tout cas on joue tous aux jeux vidéo maintenant, si No Life existe, c'est un petit peu grâce à Yamauchi, quelque part. Et tout ça, en fait, voilà, c'est pour ça que je pense Yamauchi mérite vraiment d'entrer au panthéon des grands hommes, en tout cas des grands entrepreneurs de l'humanité, tout simplement, du XXe siècle. Et il mérite vraiment ce statut, au même titre que Steve Jobs et d'autres grands patrons qui ont changé nos vies, quoi. Et donc du coup, est-ce que, question vraiment stupide, mais tu as eu l'occasion de le rencontrer une fois dans ta carrière, non? Jamais. Non, malheureusement, quand j'ai commencé à vraiment travailler activement sur l'histoire du jeu vidéo, il est inaccessible en fait. Il prenait sa retraite et en fait, il s'avère que pendant 11 ans, il a pris sa retraite il y a 11 ans, pendant 11 ans, il a refusé, il a dû donner 3 interviews et de sources sûres, on sait qu'il ne recevait presque personne. De temps en temps, il recevait des anciens comme Iwata, ou comme Miyamoto, il se voyait peut-être encore de temps en temps, mais il ne croisait, voilà. On a fait des demandes, de nombreuses d'ailleurs. Quand j'ai écrit ce bouquin, on lui a envoyé, on a eu des réponses de la façon dont il avait réagi en voyant ça, mais on n'a jamais réussi à le rencontrer. Mais ça m'aurait plu évidemment, mais je pense que ça aurait été certainement très impressionnant. Il était très impressionnant visiblement. Il avait une petite voix, toute fluette. Il était tout petit. C'était une boule de nerfs, mais visiblement il avait un charisme phénoménal, ce qui fait que tous les regards allaient sur lui dès qu'il entrait quelque part. Enfin, il était extrêmement respecté, sans se comporter non plus comme un tyran, même s'il avait des méthodes de management qui étaient assez dures. Mettre en concurrence ses propres équipes en interne, c'est pas un truc facile à faire et ensuite à assumer derrière. Mais bon, les résultats étaient là visiblement, et il n'a pas pour autant perdu le respect de ses employés, bien au contraire. Ah non, c'était un véritable empereur, quoi. Et il était respecté, voire même craint, mais comme tu l'as dit, c'était pas parce que c'était un tyran, etc. C'est parce qu'il avait fait ses preuves et qu'il avait un charisme naturel qui faisait qu'on avait envie de le suivre et qu'on avait envie, dès qu'il disait un truc, t'avais envie de le faire. Moi, j'ai une anecdote assez amusante, en fait, là-dessus. C'est Hironobu Sakaguchi Hironobu, le père de FF, avec qui je discutais de Yamauchi il y a quelques mois avant qu'il meure. Et je lui disais, mais vous l'avez déjà rencontré? Il me fait, oui, bien sûr, j'ai travaillé chez Nintendo, avec Nintendo pendant plusieurs mois sur des jeux Famicom, etc. Et je me suis retrouvé, en fait, chez Nintendo pendant plusieurs semaines dans leurs locaux. Et il m'arrivait de le croiser dans les couloirs, évidemment. Et c'était impressionnant parce qu'à chaque fois qu'on le croisait, on avait envie de se mettre 3 pieds sous terre et de s'excuser alors qu'on n'avait rien fait. Mais on avait envie de s'excuser naturellement. Voilà, c'était tout ça, c'était pour exprimer, en fait, le charisme de ce gars-là. L'aura en fait incroyable qu'il arrivait à dégager, et cette aura en fait on l'a retrouvée pour ses obsèques. Il y avait plus de 2000 personnes quand même qui se sont retrouvées au siège social de Nintendo pour on va dire les soirées funéraires. 2000 personnes, ça c'est en général ce qu'on retrouve pour des grandes stars, mais pas des entrepreneurs, quoi. Donc tout Kyoto était là, c'était le big boss de Kyoto, quoi, tout simplement. C'était la plus grosse entreprise de la région. Enfin, c'était vraiment pas n'importe qui, il était respecté, c'était l'homme le plus riche du Japon, enfin peut-être plus aujourd'hui à cause des fluctuations, on va dire, des boursières, mais en tout cas en 2007-2008,
Sa fortune est estimée à pratiquement 8 milliards de dollars. C'est colossal. Donc nous, ici, on a appris sa mort avec une grande tristesse. Donc il y a tous les médias spécialisés, on en parlait un petit peu. Je crois que les médias grand public, pas trop. Au Japon, ça s'est passé comment exactement? Est-ce que le 20h japonais lançait des petits portraits du personnage, revenait sur sa vie, son parcours, ce qu'il avait réussi à apporter au Japon, à l'industrie du jeu vidéo? Ou pas trop? Malheureusement, j'étais pas au Japon pour voir ça et j'ai pas vraiment pu me faire un avis là-dessus. J'ai fait une rapide revue de presse en fait des médias internet japonais. Ça a été relativement bien suivi. Le Nikkei, c'est lui qui a balancé l'info de sa mort en premier. Il y a eu pas mal de portraits ensuite qui ont été lancés, mais des généralistes en ont évidemment un peu plus parlé que chez nous, mais ça n'a pas été non plus la folie, quoi. Ouais. Et je pense que bon voilà, c'est peut-être un peu triste, peut-être que Yamauchi il est content comme ça parce que comme ça il reste au calme et qu'il préfère rester. C'est ce qu'il a toujours souhaité. Ouais. C'est peut-être ce qu'il a toujours souhaité, donc au final c'est peut-être pas un mal, mais en termes de reconnaissance mondiale c'est peut-être un peu dommage. Le Japon, je sais pas s'ils ont été jusqu'à faire des portraits etc, mais c'est clair que si ça avait été un Américain comme Steve Jobs, on aurait déjà eu des tonnes de reportages qui auraient été vendus dans le monde entier et ça aurait été pas mal pour. Steve Jobs, c'est vrai qu'on a eu tout de suite je ne sais combien de biographies, le film, etc. Ça va à une vitesse hallucinante. Voilà, mais c'est vrai que les Américains, ils adorent les success stories et dès que t'as un mec comme ça qui sort du lot et qui réussit, bah tout de suite ils en font des portraits, ils adorent ça. Les Japonais sont beaucoup plus discrets et encore une fois, Nintendo c'est une société japonaise et dans la société japonaise, dans le mode de fonctionnement, l'individu passe après la société. Donc c'est pour ça que à l'origine, voilà, c'est pas Yamauchi, c'est pas Miyamoto, c'est Nintendo point barre quoi. Et il a jamais voulu se mettre en avant à cause de ça parce que pour lui c'était Nintendo qui devait être en avant. D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un peu monopolisé la conversation. C'est normal, c'est toi, le spécialiste, donc c'est normal. Merci pour toutes les anecdotes que tu as pu partager avec nous. On espère vous avoir apporté un petit éclairage sur le personnage. On espère que maintenant vous le connaissez un petit peu mieux. En tout cas, nous, c'est notre cas, on le connaît un petit peu mieux. Et donc, merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.